Salut à tous, c'est Bug, épisode 22 de cette première saison, si on peut l'appeler comme ça. Alors, je récapitule pour les nouveaux arrivants s'il y en a. Bug, le podcast, c'est un podcast donc sur les séries télé et sur le cinéma, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je suis accompagné de mes deux fidèles acolytes, Seb. Salut Seb. Salut à tous et surtout aux deux Jean-Monique qui nous écoutent et se sont manifestés. On pense fort à vous les gars et merci de m'avoir convaincu de revenir dans Bug après l'annonce de mon départ il y a 2 semaines. Merci aux Jean-Monique. Et l'autre acolyte, c'est Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à vous les bouffeurs de chocolat. Alors, on a commencé son petit calendrier de l'Avent. T'as 30 ans et tu t'achètes encore des calendriers de l'Avent et tu t'étonnes après qu'il y ait un nivellement par le bas du quotient intellectuel de nos enfants. Bah bravo. Bravo, c'est vraiment une introduction, c'est peut-être la plus émouvante que tu nous as fait depuis le début de l'émission. Bravo. Après, j'assume totalement de m'être inspiré donc d'un tweet pour mon hey, hein, donc pas la peine de me vilipender dans les commentaires vidéo qui sont déjà si nombreux. Et on prend d'ailleurs le temps de tous les lire hein, avec soin, rappelons-le. Merci pour tous vos commentaires. Ouais, voilà. Ils sont nombreux en plus. Oui, on prend des RTT pour les lire. C'est vous dire à quel point on est professionnel jusqu'au bout. Donc, ce podcast, toujours de la bonne humeur, des blagues, plus ou moins, et des films qu'on aime plus ou moins également. On parle aussi de raclette par moment, de cookies, vous verrez, peut-être que dans l'émission, ils feront leur apparition. Je suis Alphonse. Ce qui est intéressant, vu qu'on est sur Internet, les cookies, tout ça. Ah oui, c'est vrai, n'oubliez pas de vider vos caches si vous ne voulez pas vous faire gauler. Donc voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de cette émission qui s'annonce encore dense et fort palpitante, avec beaucoup de sujets. Je sais que vous avez bossé comme des malades les gars, comme d'habitude, moi pas du tout comme d'habitude. Donc on va commencer, je vais quand même énoncer le programme et le sommaire pour nos auditeurs pour savoir s'ils peuvent passer certaines séquences ou non, mais je leur déconseille sinon ils vont pas comprendre nos blagues s'il y en a. Donc on va commencer par une petite rétrospective de Pixar après Toy Story 3 et donc pour finir sur Coco, le dernier sorti des studios. Ensuite nous parlerons de Godless, la série de Scott Frank diffusée sur Netflix. Ensuite... Ouais, mon petit coup de cœur du moment, donc je vais l'évoquer. Alors qu'il y a plein de femmes dedans quand même. Hein. C'est ça, c'est vrai. Attendez les gars, on rentrera dans le vif du sujet plus tard. Ensuite, Seb, tu nous parleras de Punisher, c'est ça ? Ouais. Et ensuite, pour terminer, tu nous feras une petite surprise. Oui, on va parler de séries belges. Voilà, une petite Rien série. que ça, c'est déjà drôle. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est un programme fort alléchant, j'espère qu'il vous plaît. Et en tout cas, nous allons tout de suite commencer par Pixar et donc Coco. Et c'est parti, Seb, c'est toi qui lance le sujet. Eh ben, autant être direct, hein. Après la double déception qu'a représenté Thor et Justice League, qu'est-ce que ça fait du bien de sortir d'une salle de cinéma émerveillée. Et ça, évidemment, c'est grâce à nos amis de chez Pixar. C'est drôle, émouvant et superbement profond. En fait, c'est tout simplement un des très grands films du studio dans le top 3 depuis 2010, aux côtés de Toy Story 3 et surtout de Inside Out, qui, je pense, est le numéro 1 tout court. Et surtout, Coco, qui débarque seulement 2 ans après Inside Out, ce qui n'est pas long, prouve à tous ceux qui hurlent à la mort de Pixar après chaque déception qu'ils ne méritent clairement pas Pixar. C'est pourquoi j'en profite pour faire un petit récapitulatif de Pixar depuis ces 7 dernières années, à savoir depuis le moment où le studio a quitté son âge d'or. En 2010, ils ont balancé leur dernier grand film d'une série parfaite entamée 15 ans plus tôt avec Toy Story 3. Et quand je dis série, je parle de l'intégralité des films et pas uniquement de la trilogie en question. Donc, en 2011, juste après, ça commence déjà à méchamment coincer puisque c'est Cars 2. Et s'il y a des idées vraiment cool dedans, elles sont complètement paumées au milieu de rien. Pour moi, c'est clairement le plus mauvais film du studio. Je sais pas si vous êtes d'accord. Déjà, à la base, Cars, c'est pas forcément le meilleur de... Ouais. J'aime beaucoup le premier Cars, qui est un Doc Hollywood revisité. Mais là, ça passe pas, quoi. Non, je crois qu'on n'est pas vraiment le cœur du sujet pour celui-là. Donc ensuite on a eu Brave ou Rebelle en 2012 qui est très décevant sur beaucoup de points mais pas forcément mauvais. Ouais, mais il n'est pas forcément mauvais pour autant. En fait la bande-annonce elle te vendait un truc vraiment qui avait l'air d'être du pur Pixar et puis derrière tu te retrouves devant un Disney moyen en fait. Donc voilà, c'est pas foncièrement mauvais mais ça reste quand même décevant. En 2013 c'est Monsters University, le préquel du génial Monster et compagnie. C'est clairement moins bon que son prédécesseur, moins inventif, moins fou, mais il reste toutefois très agréable et tout à fait recommandable. Tout à fait, on est plutôt d'accord. Tu l'as pas vu toi d'ailleurs je pense hein. Non, mais je sais qu'il a quand même une réputation plutôt bonne et c'est vrai que Monster et compagnie était déjà très bon.
Si vous aimez les comédies de teenagers dans les unifs ou lycées, etc., il y a plein de petites références et c'est vraiment très sympathique. Et puis ça fait référence aussi à ce qui se passera puisque c'est un prequel, à ce qui se passera dans Monstres et compagnie. C'est pas forcément les trucs les plus bienvenus puisque ça crée des incohérences, mais bon, admettons. C'est toujours compliqué ça. Donc en 2014, on n'a rien eu. Eh ouais. Parce qu'on devait avoir en fait The Good Dinosaur qui est sorti en 2015, mais il y a eu des problèmes, le réalisateur s'est barré, donc 2014 rien. Puis en 2015, le chef-d'œuvre absolu Inside Out. Soit 3 petits films moins bons que le reste pour en arriver là. Perso, je trouve aucune raison de crier à la mort d'un studio, mais bon, les gens ont décidé de con, donc laissons-leur le loisir d'être con. Donc je crois qu'on est quand même tous d'accord pour dire que Inside Out c'est assez formidable. Oui, je suis d'accord, c'est un très très grand film. Pleurer 3 fois. Voilà, moi je pleure à chaque fois que je revois le film, il est brillant. Vraiment brillant. Donc 2015 toujours, on a The Good Dinosaur, alias Le Voyage d'Arlo qui ressort. Et le film est visuellement sublime, on est vraiment dans quelque chose qui a été travaillé magnifiquement, mais il déborde d'émotions surtout dans 2 scènes qui déchirent le cœur, mais son récit n'est clairement pas à la hauteur de ce que Pixar nous avait habitués par le passé. Il reste solide et hautement recommandable lui aussi. Tout à fait d'accord avec toi, je trouve que le film a été extrêmement mal vendu et que bizarrement il est passé sous les radars alors que franchement il est très efficace et même s'il est effectivement assez modeste par rapport aux ambitions habituelles du studio, ça reste quand même un excellent divertissement. Voilà, exactement, je suis d'accord, je le trouve assez drôle, très émouvant comme je l'ai dit. Voilà, après, c'est vraiment une histoire très très simple qu'on a déjà vue et c'est pour ça que ça déçoit entre guillemets parce que tu t'attends à ce que Pixar aille toujours chercher quelque chose de bien plus, mais globalement, ça reste quand même plus que défendable. Quoi. Putain, mais ouais, si tous les films d'animation ils avaient ce niveau, comment on serait bien, gars? Ouais, ça c'est sûr. Ce que j'allais justement dire après, parce qu'en 2016, on passe sur Le Monde de Dory, suite de leur classique Nemo, et c'est sympa, mais sans plus. Du coup, voir Andrew Stanton y retourner, ça fait un peu chier. Mais encore une fois, quand tu compares à ce qui se fait dans le domaine de l'animation à côté, que ce soit DreamWorks, Blue Sky ou Illumination, c'est le pire de tous, avec le mignon à la con là, ça reste le haut du panier parce que c'est pas honteux du tout. Ah, moi, pas vu. Je crois que Bastien avait bien aimé en plus Dory, il me semble. Ouais, c'est vrai que mais moi après j'ai rentrer dans les détails, mais j'ai un rapport assez conflictuel où j'ai découvert les films assez tard de Pixar et donc j'ai pas forcément les classiques comme référence. Même Le Monde de Nemo, je l'ai vu une fois et donc en fait j'ai pas eu souci de répétition parce qu'apparemment c'était un peu ça le problème du Monde de Dory, c'est que c'était pas par rapport au Monde de Nemo, ça se répétait assez et que ça apportait pas beaucoup de plus, alors que moi du coup je le voyais avec un regard assez neuf et je l'ai quand même beaucoup apprécié. Je trouve que c'est une suite très honorable et comme vous l'avez dit, si tous les films d'animation étaient à ce niveau-là, pareil, on serait bien. On serait bien. Par contre, les animaux qui conduisent des voitures ou des camions, c'est plus possible, il faut arrêter. Voilà. Parce que j'aimais bien le film et puis hier ça qui est arrivé, je me suis dit, les mecs, sérieusement. Parce qu'ils nous ont fait pareil dans, comment ça s'appelle, le truc avec les animaux là. La vie secrète des animaux. Je sais pas comment ça s'appelle en VF. Et il y a pareil, il y a toute une scène où ils conduisent des voitures et je me suis dit putain les mecs, sérieusement. Enfin donc, on arrive à cette année qui est, je vous le rappelle, 2017. Tout à fait. Et on a eu Cars 3, dont j'ai toujours pas trouvé le courage de revoir. Mais tu l'as vu? Mais je vous en avais déjà parlé par le passé. Oui, effectivement. Non, mais tu en as parlé dans le débriefing des blockbusters de cet été. Ouais, et puis enfin, on vient d'avoir Coco, nom de Dieu. Donc, à part les 2 Cars, franchement, il n'y a aucune raison d'avoir honte. Il n'y a aucune raison d'y voir le début de la mort de Pixar. Enchaîner autant de bons films en 15 ans, forcément, ça devait s'arrêter. Mais depuis que ça s'est arrêté, ils ont quand même réussi à balancer 2 très grands films. Alors, on se calme et on réfléchit avant de dire n'importe quoi. On est plutôt d'accord. Donc, revenons au sujet qui nous amène ici, à savoir Coco. Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est l'histoire de Miguel, un gamin de 12 ans passionné par la musique qui est banni dans sa famille depuis que son arrière-grand-père a abandonné sa femme et sa fille. Fille qui est la fameuse Coco du titre. Et si ça ne paraît pas évident à comprendre sans avoir vu le film, une fois face à lui, c'est d'une logique et d'une limpidité absolue. Bref, Miguel décide de tenir tête à sa famille et participer à un concours de musique. Pour ce faire, il va emprunter la guitare de son idole Ernesto de la Cruz, mort il y a fort longtemps. Et lorsqu'il emprunte la guitare en question, il se retrouve propulsé au pays des morts. Donc comme je l'ai dit, Coco, c'est une merveille merveilleuse. Pour mon pitch, j'ai passé sous silence beaucoup d'éléments, histoire d'en révéler le moins possible, parce que les thématiques très riches que développe le film démarrent bien avant que Miguel se retrouve dans cet autre monde. Ouais.
Pardon ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, on est d'accord qu'il faut pas expliquer pourquoi il va chercher la guitare, etc. Non. Pour moi, c'est. Je sais pas si c'est dans les bandes annonces. J'ai regardé la toute première. Je crois pas. Franchement, non. En sachez le moins possible. Allez voir le film, découvrir tout, parce que c'est vraiment merveilleux. D'ailleurs, la guitare, c'est trop bourgeois. T'aurais dû prendre ta guitare, alors, merde. Ceux qui auront retrouvé la référence. Ce que Bastien vient de sortir auront toute mon estime. Bravo, c'est dans un film français. Vu qu'on parlait tous en même temps, est-ce que tu peux la balancer à nouveau ? Et la guitare est trop bourgeois. Je n'ai pas la référence, mais j'irai chercher. Donc, le co-réalisateur du film aux côtés de Lee Unkrich est Alfred Molina, qui est mexicain. Et ce choix n'est pas anodin. Il apporte beaucoup quant à la culture mexicaine. Le film se déroule durant le jour des morts, fête traditionnelle où on célèbre ses ancêtres. Il y a un vrai respect de ça dans le film, et le pays des morts est ultra coloré sans jamais être kitsch ou quoi que ce soit. C'est visuellement vraiment superbe comme film. Et le film parvient même à traiter de la mort avec une subtilité dingue, y compris au pays des morts, où on te parle de l'importance du souvenir. Comme je le disais, en termes de thématique, le film est fou. J'ai déjà envie de le revoir. Ouais. Il arrive à être extrêmement drôle, que ce soit à travers un dialogue ou une situation, puis à être émouvant dans la même scène. Les personnages aussi sont magnifiques. Aucun n'est unidimensionnel, et ils évoluent tous au contact des autres. Ce ne sont pas que les morts qui font avancer les vivants, mais même les morts eux-mêmes parviennent à évoluer au contact de Miguel. Il y a un vrai développement sur les personnages, comme souvent avec Pixar, c'est un vrai travail d'écriture au millimètre, comme l'intro de Lao par exemple. C'est quelque chose qui est réfléchi en long et en large. Et même si certains éléments de l'intrigue vont paraître prévisibles à certains, et perso c'était pas le cas, probablement parce que j'étais plongé dans le récit, ça n'enlève rien à la puissance du truc. Parce que l'aventure du film elle est extrêmement simple. Miguel est bloqué au pays des morts. Et pour revenir dans notre monde, il lui faut la bénédiction d'un membre de sa famille, sans quoi il mourra au lever du jour. T'as un enjeu super simple, mais qui donne lieu à quelque chose de tellement profond que ça prouve encore une fois que Pixar est au-dessus du reste. Il y a un autre film que j'avais bien aimé qui traitait du jour des morts, c'était The Book of Life, produit par Del Toro. C'était un joli film, lui aussi très coloré, comme quoi c'est très mexicain ça, mais le film, autant je l'apprécie beaucoup, jamais il parvenait à tutoyer une telle perfection, que ce soit en termes de profondeur, de personnages ou autre. C'est même pas un combat à ce niveau-là, c'est une mise à mort. Donc ouais, Coco, pour faire très simple, c'est drôle sans jamais forcer le trait. Peut-être le chien à la limite, mais il m'a rappelé le poulet de Moana, donc ça m'a pas dérangé. Et surtout, c'est émouvant et intelligent. Et cette année, on avait grandement besoin de ça. Alors donc, je vais toucher aussi 2 mots sur le film. Alors par contre, ceux qui n'ont pas vu le film, peut-être vous éloigner parce que je vais légèrement spoiler. Alors je suis complètement dithyrambique aussi vis-à-vis du film, je l'ai vraiment adoré, je suis même pas sûr d'avoir vu mieux cette année au cinéma ou ailleurs. Il est, comme tu l'as dit, le film est visuellement superbe, mais alors voilà, au niveau des couleurs et tout et compagnie, c'est quelque chose d'extrêmement esthétiquement très joli, mais aussi quelque chose que je trouve différent par rapport aux productions Pixar antérieures, c'est que je trouve qu'on est même au niveau de la mise en scène, il y a certains plans maintenant qui sont mais vraiment d'une beauté folle et qui sont mais des plans live, mais complètement. J'ai en tête un plan de côté avec Miguel en train de jouer de la guitare, et le plan est absolument sublime. Je pense qu'il y a une profondeur de champ sur le fond de la guitare. Et c'est le genre de plan, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça avant chez Pixar, ce genre de plan extrêmement composé et tout, et franchement le film m'a mis sur le cul à ce niveau-là. Donc visuellement superbe. Au niveau du rythme, comme tu l'as dit, il est hyper emballant. T'as pas particulièrement le temps justement de te poser des questions parce que il dure 1h50 en plus. Oui, c'est ça, il fait 1h45 et tu vois pas le temps passer. Il y a pas de creux, il y a pas de ventre mou ou quoi que ce soit, c'est dingue. Le film démarre pied au plancher et va tenir le rythme jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi dément, c'est que j'ai vu que déjà certaines critiques trouvaient que le film était un peu cousu de fil blanc. Alors à chaque fois ça me fait marrer ce genre de truc parce que c'est exactement ce qu'on dit aussi des scénarios de James Cameron pour Avatar et compagnie, Titanic. Les films cousus de fil blanc, c'est juste parce qu'ils sont très bien écrits et que tout est cohérent. Donc je suis désolé, mais c'est pas cousu de fil blanc, c'est juste que c'est cohérent. Ensuite, alors donc vous l'avez compris, j'ai adoré le film. Il y a juste un petit bémol que je veux soulever qui malheureusement
je sais pas, c'est pas que ça me laisse un peu sur ma faim, mais non. Donc ça me gâche le plaisir ou quoi que ce soit, c'est que juste que j'aurais aimé que, voilà. Donc éloignez-vous ceux qui n'ont pas encore vu le film. Donc ça se passe à la fin, donc on découvre que Ernesto de la Cruz n'est pas l'arrière-arrière-grand-père de Miguel. Et déjà je trouve ça un petit peu décevant parce que justement, si on avait gardé ce personnage-là en tant arrière-arrière-grand-père, ça aurait été une critique de la famille et compagnie, bon, qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Pixar et encore moins chez Disney. Mais j'aurais trouvé ça courageux et voire couillu de leur part de tenter ça. Bon, bref, ça encore, à la rigueur, je peux passer ce détail, c'est pas très très grave. Ce qui me gêne un poil plus, c'est donc le personnage d'Hector, qui est donc le véritable arrière-arrière-grand-père de Miguel. Avec sa compagne qui est donc la mère de Coco dont le nom m'échappe. Donc elle lui fait parce que donc il est parti en abandonnant donc sa fille et sa femme. Elle lui fait je pourrais jamais te pardonner vers la fin du film, mais je vais quand même t'aider à voilà, ça je vais pas vous révéler ce que ça, mais donc elle lui dit ça, je vais pas te pardonner mais je vais quand même t'aider. Donc pour moi, quand elle a sorti ça, je me suis dit, putain, ça c'est intelligent, voilà, et compagnie. Sauf que malheureusement, 10 minutes, un quart d'heure après, vers la fin du film, elle lui a pardonné, elle est retombée dans ses bras et compagnie, et ça, je trouve ça un petit peu con-con. C'est céder à un happy end qui avait pas forcément lieu d'être, et c'est un peu dommage. C'est vraiment là, histoire de finir sur une note ultra positive avec ce personnage-là qui me chagrine un peu. Je trouvais que c'était humainement moins intelligent de les faire évoluer comme ça que de rester sur la position de je te pardonne pas mais je vais t'aider quand même dans ta quête. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Seb, de ça, si c'est des détails qui t'ont chagriné pendant la vision ou pas. Mais, non, pas spécialement. Je parlais justement de trucs que certains trouvent prévisibles. Je parlais de ça en fait. Ouais. Le fait que l'arrière-arrière-grand-père ne soit pas celui qu'on pensait. Moi, je pensais que je l'ai pas vu venir parce que je moi non sais plus. pas trop. Moi non et plus. Après, ça m'a pas spécialement dérangé dans la mesure où je m'attends pas à ce qu'un film Pixar se termine par une meuf qui décide quand même de ne pas pardonner à l'autre, quoi. Enfin, Ouais. je sais pas, je trouvais que tout ça est resté cohérent l'un dans l'autre puisque sa famille finit par accepter qu'il fasse de la musique et l'autre lui pardonne d'être parti puisque finalement il l'a pas vraiment abandonné, il a été assassiné donc Ouais, mais il est quand même parti. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le mec s'est quand même barré et après Ouais. il a été pris de remords et il est revenu. En fait, ce qui me manque peut-être, c'est une sorte de donnée temporelle voilà, c'est vraiment un truc très personnel et c'est vraiment pour enculer les mouches. Mais tu vois, si on avait su combien de temps il était parti ou compagnie, enfin voilà, ça m'aurait, enfin voilà, peut-être que ça aurait été moins grave que prévu. Si par exemple le mec était parti le matin et que le soir il était pris de remords en disant bon bah j'y retourne, voilà, à la rigueur j'aurais pu comprendre. Mais là ça se trouve en fait il est peut-être parti pendant 3 semaines et au bout de 3 semaines le mec s'est dit bon bah je vais aller retourner voir ma femme et ma fille. Bon là par contre c'est un peu léger quoi. Mais bon, mais vraiment, c'est vraiment des tout petits détails et je vous dis, c'est vraiment pas le genre de truc sur lesquels il faut s'arrêter plus que ça. C'est juste mon ressenti qui est. Voilà. Et sinon, le film est vraiment exceptionnel et je vais même vous dire que pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs films Pixar. De ceux que j'ai vus, il est dans mon top 3 assuré. ouais, il doit être dans mon top 5. Je saurais pas trop faire un top 3 comme ça sans y réfléchir avant, mais ouais, il est clairement très haut placé avec Inside Out, Toy Story 3, Les Indestructibles, ouais, clairement. Bastien, ton petit top 3 Pixar, toi, t'es chaud ou pas? Ça, c'est, je peux déboucher mes oreilles. Vas-y. Parce que du coup, comme j'ai pas vu le film, Vas-y, débouche. débouche. Mon top 3. Ouais. Numéro 3, je dirais. Pareil, je les ai pas tous, je les ai pas tous vus, je pense, moi. Mais, parce que Moi non j'ai plus. pas vu Coco, j'ai pas dû voir tous les Cars. Mais donc, dans le top 3, je dirais le troisième, Les Indestructibles. Deuxième, Toy Story 3. Et premier, vice versa. Bon, on est assez d'accord en fait. Ouais. 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 Je mettrais Les Indestructibles dans le top 3 sur. Ouais, Toy Story 3 peut-être. Je suis pas sûr de mettre Vice Versa dans le top 3 perso. Mais il est dans le top 5 sûr. Mais après, bon, voilà, c'est pareil, ça se joue vraiment à la marge. La qualité des films est telle que. Après, voilà. Mais
Coco est pas loin de tutoyer les sommets dans ma collection. Et puis les 10 premières minutes de là-haut aussi. Ouais, clairement. Mais après, malheureusement, je trouve que la suite du film est un peu moins bonne. Mais bon, voilà. Bah en fait le problème de là-haut c'est que le film est très bien mais il arrive derrière les 10 premières minutes. C'est ça. Donc c'est un peu son souci quoi, c'est-à-dire que tu t'as vu le gros morceau de bravoure, le chef-d'œuvre absolu et puis t'arrives sur un film plus classique, très bien mais plus classique, donc c'est vrai que d'un coup niveau émotion t'as déjà tout donné quoi. Ça me fait un peu penser à Il faut soldat Ryan qui une fois passé sa première demi-heure dingue après finalement le soufflet retombe un peu malheureusement même si le reste du film se tient très bien. Derrière, c'est pas la même intensité, quoi. C'est un peu le rendez-vous manqué, ce film-là, parce que sur le papier, je pense que ça aurait pu être peut-être leur chef-d'œuvre ultime. Pour là-haut ouais. Je pense que s'ils avaient évité aussi les chiens débiles là, qui parlent, ça aurait été pas mal. Parce qu'on n'a pas parlé de Wall-E aussi, qui est quand même très bien considéré. Ouais, Wall-E dans le top 5 aussi. Après, comme j'ai dit, c'est quasi impossible pour moi là, d'établir un top 5. Quoi. Oui, c'est compliqué, mais bon. Voilà, on a chacun moi Wall-E est pas dans le top 3 c'est sûr, dans le top 5 il faudrait que je le revoie mais pas sûr, je le porte pas tant que ça dans mon cœur ouais. C'est comme les Toy Story, du coup c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, les films je les ai vus assez tard et le 1 et le 2 je les ai vus, j'en ai pas des souvenirs, je m'en souviens pas des films, faudrait que je les revoie, je te dirais peut-être putain c'est énorme quoi. Et du coup c'est pas des classiques de mon enfance, je les ai vus bah ouais, pareil. Moi, j'ai toujours la cassette vidéo de Toy Story, donc. Je les ai découverts en Blu-ray, donc ouais, je les ai découverts tard aussi, perso, les Toy Story. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, on va passer à... On fait un petit point Michael Giacchino, qui a encore composé une musique pour Pixar absolument formidable. C'est vrai, et puis un petit point Harry Arbitan aussi, qui donc... Qui a trouvé là son meilleur travail. Hein. Bah, je ne sais pas quel personnage il fait dans la VF, mais... il fait Hector. Ah, quand même. Ouais, l'arrière-grand-père. Ah ouais, donc... oh, non, mais en tout cas, ouais... ah putain, donc il est un des personnages principaux. Bah, effectivement, il faut le souligner. Et le doublage français est plutôt correct. Il n'y a pas de souci. Bon, après, quand tu vois que dans le casting VO, il y a Edward James Olmos, il y a Gaël Garcia Bernal et compagnie, c'est pas la même stature. D'ailleurs, tu as vu qu'il a interprété Edward James Olmos dans le film, Seb ? Non, j'ai pas fait attention à ça. Alors, il fait le personnage qui est dans son hamac, qui lègue la guitare à Hector et Miguel. Tu vois de qui je parle ? Ah ouais, oui. Donc voilà, il fait ce personnage-là. Quand je parlais de scènes qui passaient de la comédie à l'émotion, je parlais de cette scène-là en fait. Ouais, c'est ce que je me suis dit quand tu l'évoquais effectivement. Bon, bah voilà, hein, on peut dire que aller voir Coco en salle le plus rapidement possible. Je crois que le film va bien marcher. Pour ma séance, alors donc je vais vous faire ma petite vie perso. C'était hier un samedi après-midi en fin d'après-midi, donc à partir de 18h, la salle était pas mal remplie. Et chose assez rare pour le signaler, à la fin du film, tout le monde a applaudi. Et je pense que bah voilà, quand je compare cette séance à la séance du film des petits poneys que j'avais fait un petit peu auparavant, c'était pas la même angoisse. Là, les enfants réagissaient parce que bah, forcément ça rigolait. Bon, ça chouinait aussi, hein, mais normal. Le film est extrêmement émouvant. Mais bon voilà quoi, c'est là qu'on voit pour moi c'est à ça que je vois la qualité d'un film pour enfants ou même d'un film tout court, et là pour le coup ça c'est très efficace et ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, eh bien écoutez, est-ce qu'on va passer au sujet suivant qui est donc la série Godless de Scott Frank sur Netflix, et cette fois-ci c'est Bastien qui s'en occupe. Vas-y Bastien. J'ai l'impression d'être sponsorisé par Netflix en ce moment, mais bon. Alors Godless, c'est un peu la bonne surprise de cette fin d'année pour moi, car je n'avais pas eu vent du projet il y a encore peu de temps en fait. Donc quand j'ai appris que Netflix proposait une mini-série western, je me suis dit bon bah là banco direct, il faut que je le mate, car le western est peut-être le genre que je préfère au monde. Et comme aujourd'hui les westerns sont assez peu représentés, donc dès que t'en as un truc qui sort, il faut tout de suite le voir. Alors derrière Godless, tu disais, on retrouve un certain Scott Frank. Ouais. Il a écrit et réalisé tous les épisodes de la série, les 7 épisodes pour être précis. Scott Frank, on lui doit la réalisation d'un film avec Liam Neeson, que je n'ai pas vu, c'est Balade entre les tombes, je crois le titre, si je ne m'abuse. Mais après, c'est surtout le scénariste d'une pelletée de films, plutôt respecté. Et pas le dégueu. Minority Report. Minority Report, Hors d'atteinte...
Et justement, à la production de Godless, on retrouve un nom bien connu aussi, puisque c'est Steven Soderbergh qui pointe le bout de son nez. Alors l'histoire, en gros, c'est celle de la confrontation entre un père de substitution et son poulain qui l'a trahi, et qui se cache, lui, dans une ville constituée essentiellement par des veuves, puisqu'en fait leurs maris sont tous morts dans une mine suite à un accident. Polo, pousse le wagonnet, Polo. Petit clin d'œil à Franck Dubosc, quand il était drôle. Alors, donc, Godless, j'ai beaucoup apprécié dans l'ensemble, malgré, il est vrai, quand même, des longueurs et des lenteurs dans l'intrigue. On a cette impression qu'il ne se passe rien par moment et que les personnages sont assez statiques, mais tout cela paye et bien pensé, puisque l'ultime épisode ne déçoit pas. On a là, pour le coup, un vrai beau spectacle de western. Mais si vous voulez, on a vraiment l'impression, pour le coup, d'assister à un long film de, 7h30, 8h en tout. En plus, les durées des épisodes étant encore assez aléatoires, on a du 40 minutes comme du 1h20. Donc c'est encore assez étrange dans son rythme par moment. À la limite, faut le binge-watcher le truc pour moi. Faut vraiment le voir comme un long film ou une mini-série, puisque c'est une mini-série. Ce qui veut dire que normalement, il n'y aura pas de suite, mais maintenant... On ne sait jamais avec le terme série limited. On se fait bien avoir par moment. Genre, là, j'avais parlé dans une émission de Little Big Lies. Récemment, ils ont annoncé qu'il allait avoir une saison 2 parce que ça a bien fonctionné. Ils ont eu des prix, donc ils se sont dit que money. Ouais, voilà. Alors qu'à la base, c'était pas vendu comme ça. Et de toute façon, on l'a toujours dit, ils nous enculent avec leur série télé. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Oui, nous avait manqué. Alors pareil, pour ceux qui auraient entendu à propos de Godless que c'est une série western féministe, car ça a été un peu vendu aussi un peu comme ça, pareil, ça serait un peu l'arnaque si vous partez là-dessus. Car le fil rouge du truc, ça reste quand même le duel entre deux mâles. Après oui, il y a plein de nanas qui gravitent autour et qui vont devenir badass. Mais de là à parler de série féministe, c'est le truc encore bien pompeux pour surfer sur une mode. Il y a des hommes forts, des hommes faibles, des femmes fortes et des femmes faibles. Faut pas chercher plus loin dans ce petit monde. Même s'il est vrai que dans le dernier épisode, il y a la meilleure scène de l'année où ça dézingue de la nana à tour de bras. J'ai cru comprendre qu'Éric Zemmour avait regardé la scène 48 fois depuis le début de la semaine. Donc ça, c'est assez fort. Côté casting, je vous en ai pas parlé, mais il y a plein de têtes connues dont on ne connaît pas forcément le nom pour ma part. Mais après, pour les deux principaux, on a d'un côté Jack O'Connell, qui était le cook de Skins, la série, dans le rôle du jeune hors-la-loi. Et face à lui, on a quand même Jeff, ils m'ont donné un flingue, Daniels, dans le rôle du gros enculé de l'histoire. Très bon méchant, très bon Jeff Daniels, à total contre-emploi pour le coup. J'ai pas souvenir de l'avoir vu dans ce type de rôle, et heureusement qu'il est là, car ça reste pour moi le meilleur personnage. Et comme vous connaissez bien l'adage Hitchcockien, oui. Meilleur est le méchant, meilleur est le film, meilleure est l'histoire. Et c'est exactement ça pour Godless, qui reste avant tout une série de personnages et d'univers. C'est pas d'une originalité folle, mais quel plaisir toujours d'être là-dedans dans ce village. Pour ceux qui aiment le western, c'est bonnard, quoi. C'est pas Deadwood, on n'est pas dans la verbe à la David Milch. Là, c'est plus classique dans son approche, mais c'est tout aussi plaisant. Et visuellement, t'as des trouvailles, ça a de la gueule, c'est pas cheap pour un sou. Et c'est ce que je craignais moi un peu, et là je trouve que Netflix propose en ce moment des trucs de plus en plus réussis et ambitieux. Alors qu'à la base, j'étais pas leur plus grand fan, mais je trouve qu'ils tentent des trucs maintenant et se donnent les moyens de leurs ambitions. Remember Mindhunter, qui je pense est un moment important pour eux, clé, qui va balayer un peu l'image House of Cards de Netflix et qui va rentrer maintenant dans une nouvelle ère. Enfin, je croise les doigts avant que tous les distributeurs s'écharpent la gueule avec leurs différentes plateformes de streaming. Mais ça, c'est un autre débat dont je ne ferai pas le jeu aujourd'hui, les garçons. Effectivement. Et d'ailleurs, Mindhunters, on peut signaler que la saison a été renouvelée la série a été renouvelée pour une seconde saison dont on attend avec impatience l'année prochaine. Ouais. Donc Godless, moi je valide au final, conquis par le résultat. Si vous aimez le western, allez-y, foncez dedans. Après,
si vous aimez pas trop la lenteur et que vous voulez un truc avec pas mal d'action et de violence, là je vous le conseille pas, ça va pas trop vous divertir pour le coup. Seb, toi qui as vu aussi la série Bloodless, Ouais. tu peux nous en toucher 2 mots. Je suis globalement d'accord avec toi. Je trouve juste que tous les épisodes sont un petit peu trop longs, ce qui est toujours un problème chez Netflix, à part l'épisode de 50 et de 40 minutes. Et le dernier, qui fait 1h20, qui est donc le plus long, voilà, ceux-là sont très très bien. Les autres, peut-être qu'il aurait fallu couper une bonne dizaine, voire quinzaine de minutes. Ça aurait pas été une mauvaise chose parce que par moments c'est un peu chiant, c'est vrai. Gros bémol, ceci dit, t'en as pas parlé, le shérif joué par Scoot McNairy, qui part à la poursuite de Jeff Daniels et son gang, et donc il les suit d'épisode en épisode, et puis arrivé au bout d'un moment, il les a toujours pas rattrapés, et on lui dit mais ils sont partis dans ta petite ville mon gars, et donc il fait demi-tour. Donc en gros, après c'est assez cohérent avec le personnage aussi parce que c'est un peu un loser comme shérif. Donc, ouais, mais bon, sur cet épisode, au bout d'un moment, j'en ai rien à branler, quoi. Son histoire, elle est chiante, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu grotesque de le faire partir pour le faire revenir juste à la fin pour absolument rien finalement. Voilà, bon, c'est le petit bémol parce que globalement la série est quand même super bien branlée, super belle à regarder, et le dernier épisode est vraiment parfait, quoi. Donc non, on recommande tous, à part Tony parce que lui il a encore rien regardé du tout, mais... Mais j'aime bien le travail de Scott Frank habituellement, donc on peut supposer que c'est pas mal. Donc voilà, c'est Godless, c'est bien. Disons. Bon bah du coup, est-ce qu'on enchaîne avec l'autre série Netflix dont Seb va nous parler? C'est donc la première saison de The Punisher, Seb? Ouais, la première saison et demie, je sais pas trop comment il faut la compter. Donc, on va pas trop s'étendre sur le sujet. La série a les gros défauts de toutes les séries Marvel Netflix, ainsi que la plupart des séries Netflix tout court. C'est putain de trop long, 13 épisodes pour raconter une histoire coupée en 13 chapitres, c'est trop. On le sait depuis la première saison de Daredevil, on l'a constaté sur Jessica Jones, et bon, Luke Cage, Iron Fist, c'est une autre histoire. Même The Defenders, qui ne faisait que 8 épisodes, était trop longue. Mais qu'en est-il du Punisher alors? Après avoir été un personnage secondaire de grande importance dans la saison 2 de Daredevil et avoir conquis le public, il a droit à sa série. Et après avoir subi Luke Cage, Iron Fist et Defenders, bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que l'ami John Bertal n'a pas une grande place dans nos cœurs suite à sa performance dans The Walking Dead. Exactement. Mais... en toute honnêteté, il faut dire qu'il n'est pas le seul à ne pas être à sa place dans la série, puisque la quasi-totalité du casting est un miscast. Bertal, c'est un peu comme Ben Affleck en fait. Son Daredevil était pathétique, son Batman était formidable. Et d'un personnage de comics à un autre, Berntal, putain je déteste ce nom, a fait pareil. Il était formidable dans la saison 2 de Daredevil, et il l'est tout autant ici. Pour la série en elle-même, le premier épisode est très lent et pas très intéressant, mais ça se réveille sur sa conclusion particulièrement barbare où Frank Castle fait mumuse avec son marteau. C'est violent à souhait, bien jouissif comme il faut, mais si c'est le seul moyen pour que la série intéresse, ça aurait été très faible. Mais non! Après une longue et un peu pénible mise en place, on arrive sur une histoire de conspiration qui rappelle un certain cinéma des années 70, sans pour autant crier au génie. C'est vraiment très sympa et très bien foutu, le truc se tient bien, dommage juste de l'avoir étiré donc. Mais Jamy, comment on étire une intrigue alors? Ah ça alors mon con, tu prends des personnages secondaires chiants qui ont des intrigues secondaires sans aucun intérêt. Par exemple, en 2017, on nous fait encore le coup de la super flic trop top détective qui baise avec le méchant de la saison. On s'en serait bien passé. On a aussi Billy Russo, ancien soldat qui perd pied suite à son retour au pays et qui finit terroriste. Mais au-delà de ça, il se voit comme une sorte de Punisher lui-même. C'est intéressant sur le fond dans ce que la série essaie de raconter, tant sur le traumatisme d'après-guerre que sur la figure du Punisher, mais ça arrive aussi surtout comme ça, au milieu de nulle part, au milieu de saison. Et on s'en cogne méchamment. Puis, il y a un peu trop de flashbacks ou de séquences de rêves pour montrer Castle et sa famille. Je veux bien qu'on humanise le personnage, c'est logique. N'en faire qu'une brute qui tue tout le monde à tour de bras comme Dolph Lundgren dans son film, le meilleur des 3 films, le seul de regardable et ou recommandable par ailleurs, c'est presque vain. Ceci dit, je pense qu'on peut développer le personnage de manière plus subtile et en étant moins redondant. Puis après une belle montée en puissance et une bien jolie scène de torture graphique à souhait, on a un dernier épisode qui, sans être nul, loin de là, est un gros relâchement. Dommage. Bref, 10 épisodes, juste 10 épisodes, ça aurait été tellement bien. Ah, c'est dommage alors. Du coup, si le dernier épisode est moins bon quand même... il reste solide. Hein. Ouais.
Et pareil, là, déjà on voit la saison 2 qui arrive, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, là pour le coup, il y a une vraie conclusion, donc s'il n'y a pas de saison 2, ce qui m'étonnerait, non, on a une Ça vraie pourrait passer. conclusion. D'accord. En fait, ça fait même presque un peu trop happy end comme fin, mais non, ça va, quoi. De toute façon, tu peux toujours faire des suites avec, tu peux le ramener facilement, oui. quoi. C'est le Ah, bien Punisher. sûr. À partir du moment où tu le tues pas, quoi, je veux dire. C'est ça. Donc, très bien. Bah écoutez, Bastien, non, un Punisher, tu t'es pas lancé dedans. Non, les trucs faisandés de super-héros, ça laisse à Seb. Très bien. En parlant de trucs faisandés, je crois que tu nous as gardé le meilleur pour la fin, Seb, avec une série belge qui a cartonné outre Kievin. Mais elle a bonne réputation en France aussi, hein. Eh bien, oui, ça probablement. a été diffusé sur France 2. Alors vas-y, parle-nous de cette série Ça qu'on s'appelle a. La Trêve. La Trêve. La série est arrivée en février 2016 sur la RTBF et tout le monde en parlait. Mais moi, on me la fait pas. J'ai déjà vu une demi-heure des Frères Dardenne, il faut pas déconner. Donc j'ai zappé le truc. Mais voilà que tout le monde en parle comme étant absolument formidable. Du coup, voyant que ça arrivait sur Netflix, je me dis, mon petit Seb, ne sois pas obtus et laisse-lui sa chance. Sinon, tu finiras chez Capture Mag. Aime ton pays, aime la Belgique. Oui, voilà, regarde La exactement. Trêve. Donc j'ai lancé le premier des 10 épisodes avec le secret espoir qu'on me prouve que j'avais tort. Et ce premier épisode est, je dois bien le dire, pas complètement dégueulasse. J'avais même envie d'applaudir la tentative de faire une série policière sérieuse, un peu glauque et noire, très noire. Et comme le chantait Johnny Hallyday, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, comme dirait son médecin. Ah, on va encore le faire crever quelqu'un, donc demain je pense que demain matin... Merde. Bon, c'est pas très grave. Bah non, on va se taper du Johnny pendant je sais pas Oui, combien de temps. voilà. Bon, c'est pas grave, on regardera La Trêve. Non. Attends, laisse-moi finir. Oui. Avant de décider de regarder La Trêve. Donc, La Trêve, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, c'est un flic bruxellois, ou bruxellois si vous êtes français, qui débarque dans un petit village où un joueur de foot vient tout juste d'être assassiné. Il se met donc à enquêter. Il découvre très vite que quelque chose ne tourne vraiment pas rond dans ce village avec des habitants franchement pas sympathiques. Oui, c'est belge, hein, donc il y a du foot et de la bière. C'est obligé, quoi. Je veux dire, c'est le minimum syndical. Hein. Est-ce qu'il y a du Sinon, tuning Il y a du tuning à un moment ou pas? Ah putain, non, je crois pas. Je ne crois pas, non. Dommage. Hein. Ouais. Enfin, voilà pour les prémices. Après, j'ai regardé le deuxième épisode. Et je me suis bien fait chier. C'était déjà un peu le cas sur le premier, en toute honnêteté, mais j'avais envie de lui laisser sa chance. Après quoi, j'ai enchaîné sur le troisième épisode et c'était pire. En fait, j'ai même failli décider d'arrêter. Mais à la place, j'ai décidé de regarder la série pour ce qu'elle était. Un truc naze, totalement surestimé. Tout ça parce que c'est des petits Belges qui essaient de faire comme les grands frères d'Amérique ou d'Angleterre. Mais moi, on me la fait pas comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, t'as beau lorgner à mort du côté de Broadchurch et un petit peu aussi chez True Detective, quand ta qualité d'écriture est plus naze que celle de la saison 2 de la série susnommée, on va pas faire de miracle. Après tout, et je n'invente rien, il y a quand même un épisode entier qui est consacré à une enquête sur... une vache morte. C'est un épisode de South Park en fait. Et je plaisante pas, la moitié de l'épisode est consacré à la vache. Donc voilà, je regarde le truc au 14e degré et soudain, j'ai compris. Comme le héros qui est un clone de Kian Kojandi, alias le mec de Bref, mais avec un regard de cheval mort, s'appelle Johan Peters, j'ai mené ma petite enquête. Et en fait, il suffit de retirer le S. Le mec s'appelle Peter. Putain, mais c'est bien sûr La Trêve en fait. C'est la classe américaine 2. Du coup, son coéquipier qui s'appelle Sébastien Drummer deviendra donc Steven. Donc, on a Peter et Steven qui ont donné un sacré coup de fouet à leur vie professionnelle, à croire qu'ils ont enfin réussi à faire ce pourquoi ils étaient devenus journalistes. Ils ont niqué. Donc, fallait changer et les voilà flics. Et leur chef, c'est une version belge de Rafik Djoumi. Je vous l'ai dit, on est dans le grand détournement. Et le dialogue qui va suivre vous le prouvera. C'est quoi ça ? Du jus de cranberries. Cranberry ? Non, cranberries. Bref, si après ça vous n'avez pas envie de manger une wish, je ne comprends plus rien. Donc, le dialogue n'est pas fini, hein, ça continue. Donc, Peter et Steven, je vous laisse pour ceux qui auront envie de regarder, je vous laisse un petit peu des surprises. Donc, Peter et Steven mènent l'enquête pour découvrir qui que c'est qui est le meurtrier. Et là, ils découvrent comment rendre une série meilleure quand on n'a pas les moyens de ses ambitions de copiste.
la fille du héros commence à fréquenter un psychopathe qui, tout en subtilité, pousse des cris, fait des gestes bizarres et se permet même d'allier des grimaces à son jeu d'acteur absolument brillant. Malheureusement, de par le fait qu'il s'agit ici d'une émission audio, je ne peux vous livrer une imitation du jeune homme. Mais si vous voulez vous faire une idée, pensez Jim Carrey qui enfile le masque, mais sans le masque. Bon, tout ça c'est clairement pas assez, alors on rameute un putain de nazi. Car oui, ça fait toujours vendre ce genre de conneries. Peter n'est d'ailleurs pas très content que personne n'ait pensé à lui dire qu'il y avait un ancien nazi dans le village. Mais en même temps, c'est tellement banal que forcément on oublie. Mais on oublie aussi de s'occuper des vaches. Peter et Steven se voient donc passer un savon par un fermier pas content, au travers d'une réplique déjà culte. « Non mais vous avez dit que vous enquêtiez sur ma vache !» Bref, Peter et Steven font des trucs en buvant du jus de cranberries, et non pas cranberry, entre deux caresses sur le cul d'une vache. Et Peter découvre que le tueur est une tueuse, et que c'est son ex, et qu'il s'est même remis avec elle. Il le découvre parce que la meuf, elle garde un bout de son costume de carnaval dans le tiroir de la cuisine. C'est vraiment pas de chance, quoi. C'est ballot, c'est couillon. Elle allait s'en sortir et même réussir à niquer le flic qui la recherchait. Et là, bardaf, c'est l'embardé. Quel dommage. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel Peter se trouve à la fin de la saison. Bon, en plus sérieux, c'est vraiment totalement surestimé. Les mecs, ils essaient, et je veux bien les encourager, mais passer un moment, ça va, c'est plus des enfants de 4 ans qui ont fait un dessin moche qu'on accroche au frigo. C'est des adultes qui ont vu des séries et certes ont l'ambition de vouloir essayer de faire pareil, mais n'en ont clairement pas les moyens. Si tu sais pas faire, ne fais pas, laisse ça aux autres. Y a pas de honte à avoir. Parce que tous les tics que j'ai jamais aimés dans Broadchurch sont ici aussi. Ou aussi ici. Ça fait un peu réveillé, j'aime pas ce mot. Oui, bizarre. Mais dès que tu vois un gars, hop, suspect. Et le mec agit comme un suspect, chose que je ne supporte pas, puisque c'est pas cohérent vis-à-vis du personnage lui-même qui, s'il n'a rien à se reprocher, ne devrait pas agir comme ça. Mais bon. Un autre point ridicule. J'ai perdu ma page. Oui, un autre point ridicule. La série est en fait un gros... Bah, de toute façon, eux, ils ont perdu le fil de ce qu'ils essayent de faire, donc c'est pas grave. Ouais, c'est cohérent. Dénonciation. La série, c'est un gros flashback. Peter est en arrêt, et il parle à une psy après un événement traumatisant. Il a commis quelque chose de grave. On finit par apprendre à la fin d'un épisode ce qu'il a fait. Il a tué Steven. Oh putain, mais non. Gros cliffhanger, efficace, tout ce que tu veux. Mais on n'y croit pas une seconde. Le héros... Pardon ? Personne n'y croit une seconde, j'espère. Comment ? Personne n'y croit. Personne n'y croit, cette histoire. Ah si, tout le monde y croit. Ah bon, d'accord, très bien. Si. Bon, parfait. Si, puisqu'il l'a mis en arrêt et tout. Donc, Okay. C'est osé parce que le héros a tué un mec. Pourquoi, comment ? Ben, on va le savoir, j'imagine. Épisode suivant, donc on attend. On sait comment ça va se finir. Peter pense que Steven est le meurtrier qu'il recherche. Il va le confronter. Fin de l'épisode, Steven est mort. Mais on n'a pas vu le truc. Ils ont teasé la chose, on l'a attendu un épisode entier et rien. Épisode suivant. Ah bah non. En fait, Peter n'a pas tué Steven. Bah oui. Quand il est arrivé, il était déjà mort. Ah. Bon, on zappe complètement que dans l'épisode précédent, ils ont joué la carte du tous suspect et ont fait de Steven un gros dégueulasse qui stockait une meuf de 16 ans. Ça, on s'en fout, hein, parce qu'il a été assassiné, ça le rachète aux yeux des flics, j'imagine. Bref, les mecs ont construit quelque chose, mais au lieu d'utiliser du ciment et des briques, ils ont pris des allumettes et de la plasticine. Et tout le bousin se casse la gueule. Donc ouais, j'ai regardé le truc au 14e degré, parce que c'est la seule manière de pouvoir tenir devant la trêve. Et bah, en tout cas, est-ce qu'il y a une saison 2 qui est dans les tuyaux vu que... Ah ouais, c'est en tournage. Ah, voilà. Et j'espère que tu seras au rendez-vous. Bah ça se tourne tout près de chez moi, en plus si tu veux, je vais faire de la figuration. Alors là, ça serait beau. Ça serait au-delà de l'entendement. Bah ouais, bah je sais. Oui, effectivement, cette série est passée sur nos ondes françaises, sur France Télévisions, France 2, hein, pour ne pas la nommer. Et bah écoute, on n'a pas osé regarder. Hein. On va continuer. Ni Bastien ni moi. Mais tu dis que c'est dispo sur Netflix alors aussi. Ils ont vraiment. Alors, en tout cas, Netflix en Belgique, je ne sais pas comment ça va chez vous. Ah, peut-être qu'effectivement, ils n'ont pas osé dépenser un peu d'argent pour ça. Écoute, en tout cas, si c'est assez hallucinant parce que tout le monde en a vraiment parlé comme étant quelque chose de formidable. Je regarde vraiment ouvert d'esprit. Et si on a envie de rigoler, on peut regarder ça. C'est un peu comme les mystères de l'amour en fait. Ouais, vous y allez avec des potes et un peu de binous. Mais je crois que les mystères de l'amour, c'est quand même mieux écrit. Ah, mais je peux te dire que c'est possible. Après, si les accents belges vous font marrer, il y en a plein. Ah, enfin, ça nous fait marrer, mais tant que ça reste compréhensible. Bon, bah très bien. Donc la trêve aussi, c'est combien de cookies la trêve par exemple ?
Parce que ça m'a quand même bien fait marrer par moment, je lui mettrais 10 cookies au 14e degré et un demi-cookies au premier degré. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment C'est de la merde. selon vos sensibilités. Très bien, bah écoute, est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait... On a encore un peu de temps là les gars, parce que je vous ai gardé une petite surprise dont vous n'êtes même pas encore au courant et je peux la lancer vas-y. si vous voulez. Ouais. Parce que je sens que vous êtes impatient de la découvrir, cette petite surprise. Remember, dans la dernière émission, j'avais fait une petite chronique sur le jeu Popcorn TV. Et on vous rappelle le concept, hein, c'est une image où il y a plein de références aux séries télé. Il fallait trouver donc à quoi renvoyer ces références. Et on en avait parlé un petit peu trop rapidement au final la dernière fois. Donc je voulais refaire 10 minutes pour vous parler de la suite du jeu, car on a enfin réussi à trouver les 3 derniers objets manquants. Sauf que ma bonne dame, quand tu as trouvé en fait les 66 références, attention spoiler, ton 66, il se retourne et il devient un 99, et là il te rajoute donc d'autres trucs à trouver. Et là encore, on a encore galéré, putain, il y a des trucs. Tu as par exemple un putain de truc en forme de losange futuriste. Tu sais pas ce que c'est, et ça s'avérera être un cristal qui permet de communiquer avec les extraterrestres de merde dans la série, je sais plus comment ça s'appelle, Loin de ce monde, je crois. Ouais. C'est vrai que personne ne connaît. Ouais. Et bon, je vais m'arrêter là parce que je vais pas refaire 10 minutes là-dessus. Je plaisantais bien entendu. Bravo en tout cas encore pour ce jeu et à tous ceux qui ont participé. Et dans 4 ans pour le prochain jeu, c'est ça ? C'est ça. Donc après les films et les séries télé, qu'est-ce qui pourrait, les jeux vidéo peut-être, qu'est-ce qu'il pourra nous faire ? Les références musicales mais visuelles. Ça va être dur. C'est plus compliqué ça, c'est très très compliqué. En parlant de... Non, on va pas s'éparpiller, on est à 45 minutes déjà d'émission. On va faire plus bref que d'habitude, on va déjà dire au revoir à nos amis, n'est-ce pas les gars ? Tu veux qu'on dise au revoir cette fois ? Non, vous n'êtes pas obligés, restez mal polis et vous voyez ça entre vous. Donc, écoutez, pour nos chers auditeurs, on peut rappeler que l'émission a son petit compte Twitter, c'est Bug le podcast, que Seb, on te retrouve sous le nom de Grumpy Seb, que Bastien a un compte Twitter. Je vais changer, je vais mettre Cookies Man, comme ça. Cookies, on peut un jeu de mots Cookie avec à raclette. Oh putain. Le truc bien sympa. Je vais essayer une fois, je recouvrirai mon cookie au chocolat avec du fromage et je tenterai l'expérience et je vous dirai quoi. Je ferai une chronique entière là-dessus. Mais on peut aussi signaler que la chaîne de fast-food KFC vient de sortir un hamburger raclette aussi dans nos contrées, donc je ne sais pas si c'est arrivé chez toi. Mais moi j'ai vu ça la dernière fois et je me suis dit non merci. Donc voilà, un petit mot sur la raclette, Bastien ? Je vais arrêter, je pense. Non, d'accord. Donc, pourtant, on arrive vraiment dans une période propice au raclettisme. D'ici là, Bastien, ton compte Twitter, tu peux nous le rappeler, s'il te plaît ? Ouais, oui, parce que là, je me suis réinscrit un peu sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça. Donc, mon blaze, c'est Christopher Clark, ou Chris Clark, ou Tonton pour les intimes. J'embrasse toutes les veuves et les nièces, dans le respect, bien entendu. Regardez mes vidéos sur Facebook, ça vaut le détour quand même. Putain, Christopher Clark, seuls les gens de plus de 30 ans vont l'avoir celle-là. Bon, et bien voilà. N'hésitez pas à nous écouter déjà, nous répondre, à nous envoyer n'importe quoi, de l'argent, des pâtes, du riz. Et d'ici là, on se revoit dans une petite quinzaine de jours, je pense, pour la dernière émission de l'année 2017, ou pas. Avant le FAQ. Effectivement, ou peut-être qu'il y aura une émission surprise, nous verrons. D'ici là, portez-vous bien, chers auditeurs, on vous aime très fort et regardez de bonnes choses comme Coco, allez voir Coco surtout. Allez, ciao à tout le monde, à plus tard. Allez. Salut.